Vincent Nielsen n'avait pas bâti son empire immobilier en étant tendre. À 45 ans, il possédait l'instinct aiguisé d'un prédateur, dissimulé sous ses costumes sur mesure et son charme raffiné. Sa société, Meridian Property, s'était transformée en une décennie, passant d'une petite firme d'investissement à la plus redoutable entreprise de développement immobilier de Phoenix. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Le soleil de fin d'après-midi inondait les fenêtres du sol au plafond de son bureau Penthouse au centre-ville, alors qu'il examinait la maquette de son dernier projet, un complexe résidentiel de luxe destiné à redéfinir la silhouette de la ville. 3 milliards de dollars, le plus grand développement de l'histoire de l'Arizona. Vincent s'autorisa un rare sourire. Monsieur Nielsen, votre épouse est en ligne 2, annonça la voix de son assistante à travers l'interphone. Vincent décrocha, calant le combiné entre son oreille et son épaule tout en continuant d'examiner la maquette. Laurel, je suis en pleine réunion. N'oublie pas la collecte de fonds chez les Harrison ce soir, rappela Laurel, sa voix musicale portant une note de fragilité que Vincent avait récemment remarquée. Je n'ai pas oublié, répondit-il en se redressant et en se dirigeant vers la fenêtre. As-tu confirmé avec les Keller? Brady a dit qu'il nous rejoindrait là-bas, mais... Elle hésita. Dominique a mentionné qu'il pourrait être en retard, à cause de la finalisation de l'acquisition de Westlake. La mâchoire de Vincent se contracta imperceptiblement à la mention de Dominique Falco, son partenaire d'affaires depuis 7 ans. Dominique était entré dans sa vie lorsque Meridian était sur le point de connaître une croissance explosive, mais avait besoin de capitaux supplémentaires. L'homme avait apporté de l'argent, des connexions et une certaine impitoyabilité qui complétaient l'approche calculée de Vincent. Dis-lui de ne pas être en retard. Le sénateur n'apprécie pas les retards. Je ne suis pas ta secrétaire, Vincent, répliqua Laurel avec une netteté inhabituelle. Vincent fit une pause, observant son reflet dans la vitre. À quel moment le ton de sa femme envers lui avait-il changé? Quand l'admiration dans ses yeux s'était-elle estompée? 15 ans de mariage s'étaient transformés, passant de la passion à la routine, et récemment à quelque chose de froidement inquiétant. Je te verrai à la maison, dit-il finalement, mettant fin à l'appel sans attendre sa réponse. Des heures plus tard, Vincent entra dans leur manoir de Paradise Valley, un monument moderniste de verre et de pierre. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bruit de l'eau courante provenant de la suite principale. Dans la chambre, il trouva le téléphone de Laurel posé sur le lit défait. Il violait rarement sa vie privée, non par respect, mais parce qu'il n'en avait jamais ressenti le besoin. Il ne faisait confiance à personne, mais contrôlait tout dans sa vie avec une telle précision que la trahison semblait improbable. La notification qui illumina son écran changea instantanément ce calcul, un message de Dominique. J'ai hâte de te retrouver. Trouve une excuse ce soir. Chez moi après. Vincent resta immobile, le téléphone en main, alors qu'une sensation ancienne et glaciale se cristallisait en lui. Il n'était pas surpris par la trahison, dans son monde, la loyauté était toujours conditionnelle. Il était surpris par la douleur fugace qu'il ressentit avant qu'elle ne soit submergée par quelque chose de bien plus puissant, une rage calculée. Il reposa le téléphone exactement comme il l'avait trouvé, puis se dirigea vers son bureau et se versa 2 doigts de bourbon. En sirotant le liquide ambré, Vincent ne trama pas une vengeance hâtive. Au lieu de cela, son esprit fonctionna comme l'architecte qu'il avait été autrefois, concevant une structure de vengeance si méticuleuse que, lorsque son échafaudage deviendrait visible, il serait déjà trop tard pour ceux qui y seraient pris. Chapitre 2, les fondations de la tromperie. 3 mois passèrent, et Vincent devint une étude d'observation contrôlée. Il ne confronta jamais Laurel au sujet du message. Au lieu de cela, il observa et attendit, documentant les schémas avec un détachement clinique, les après-midi du mardi, les soirées du jeudi lorsque Vincent avait des réunions régulières avec des investisseurs étrangers et les matinées du dimanche, lorsqu'il était censé jouer au golf. L'affaire fonctionnait comme une horloge, et Vincent ne savait pas ce qui le dégoûtait le plus, la trahison elle-même ou sa banalité prévisible. Dans son bureau privé à la maison, Vincent examina les dossiers que son détective privé lui avait remis, des photos de Laurel entrant dans le Penthouse de Dominique au centre-ville, des captures d'écran de messages détaillant leur liaison, des journaux d'appel,
des reçus d'hôtel, un dossier complet d'infidélité. Monsieur Nielsen? Benjamin Eward, son avocat de longue date et peut-être la personne la plus proche d'un ami pour Vincent, entra dans la pièce. Vous avez dit que c'était urgent. Vincent fit un geste vers la chaise en face de lui. J'ai besoin de restructurer la propriété de Méridian. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Le visage buriné de Benjamin exprima de l'inquiétude. À 67 ans, il était avec Vincent depuis le début, guidant l'architecture juridique de son empire. Dominique couche avec ma femme. Benjamin ne broncha pas. Dans leur monde, de telles révélations étaient malheureusement courantes. Vous avez des preuves? Vincent fit glisser le dossier sur le bureau. Assez pour les enterrer tous les deux. Benjamin examina le contenu, son expression devenant sombre. Quelle est votre stratégie? Je veux tout, ses parts, ses propriétés, sa dignité. L'accord de partenariat lui offre une protection significative, tout comme votre contrat prénuptial avec Laurel. Vincent esquissa un sourire mince. Les accords juridiques ne sont que des mots sur du papier, Ben, et les mots peuvent être réinterprétés. Au cours des 2 heures suivantes, ils élaborèrent une stratégie qui aurait rendu Machiavel fier. Vincent avait toujours maintenu plusieurs structures d'entreprise, des participations dissimulées dans des couches de sociétés à responsabilité limitée, LLC, et, maintenant, ces sociétés offshore, elles allaient devenir des armes. L'acquisition de Westlac, dit Vincent d'un ton mesuré, en faisant allusion au vaste projet immobilier que Dominique avait dirigé d'une main de maître. Je veux que le contrôle soit transféré à High Point Holdings. Benjamin fronça les sourcils, confus. Dominique ne sait même pas que tu contrôles High Point. Précisément. On le présentera comme une coentreprise. Lorsque l'accord sera signé le mois prochain, la clause secondaire transférera la propriété complète à High Point. Je doute qu'il ait lu cette clause de près. Vincent laissa un silence s'installer, avant d'ajouter froidement. Et sa maison. Son prêt hypothécaire est détenu par Meridian Finance. Je veux appeler le prêt. Maintenant. Benjamin ôta ses lunettes d'un geste las et se massa l'arête du nez. Sa voix trahissait un mélange d'inquiétude et de lassitude. Vincent. C'est extrême. Tu as envisagé, je ne sais pas, de divorcer simplement de Laurel et de racheter les parts de Dominique? Vincent se pencha lentement, sa voix devenant plus grave, presque chuchotée. Quand quelqu'un prend ce qui m'appartient, je ne négocie pas. Je détruis. Ce que Vincent ne partagea pas, c'était la plaie beaucoup plus profonde qui saignait sous sa colère. Bien avant Laurel, bien avant sa fortune. Vincent avait grandi en observant son père, un petit entrepreneur en bâtiment, se faire anéantir. Son associé avait vidé leur compte, disparu sans laisser de traces. Il y avait eu la faillite. Puis la saisie de la maison familiale. Puis, le suicide de son père. Ces événements, gravés à jamais dans la chair de son esprit, avaient forgé en lui une obsession maladive pour le contrôle et une incapacité absolue à pardonner la trahison. Son instinct n'était pas de riposter. Il était de raser tout ce qu'il avait menacé. Quand Benjamin quitta la pièce, Vincent ouvrit calmement le tiroir de son bureau et en sortit un petit écrin de velours noir. À l'intérieur reposaient les boucles d'oreilles en diamant qu'il avait achetées pour l'anniversaire de Laurel, qui approchait. Il referma brutalement la boîte et la jeta à la poubelle sans un mot. Ce soir-là, au dîner, Vincent observait Laurel pousser distraitement sa nourriture sur son assiette. Sa chevelure noire corbeau retombait devant son visage, masquant partiellement son regard. Autrefois, il aurait tendu la main pour repousser une mèche derrière son oreille. Ce soir, il se contentait de la regarder, cette étrangère qu'était devenue sa femme. La signature pour Westlac est prévue le mois prochain, dit-il d'un ton presque désinvolte. Dominique semble confiant. Il pense qu'on doublera notre investissement d'ici 2 ans. Laurel releva la tête, la fourchette suspendue entre ses doigts. C'est une bonne nouvelle. Il y a passé beaucoup d'heures. Je suis impressionné par son engagement. Un éclair, était-ce de la culpabilité? Traversa brièvement ses traits avant qu'elle ne se ressaisisse. Il a toujours été très investi. Investi, répéta Vincent, en faisant tourner son vin dans le verre. Oui.
Dominique a toujours su obtenir ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Plus tard dans la nuit, alors qu'il travaillait dans son bureau, Vincent reçut un message d'un numéro inconnu. Colis livré. Tous les systèmes sont opérationnels. Le matériel de surveillance venait d'être installé dans le Penthouse de Dominique. Vincent avait désormais des yeux et des oreilles dans le sanctuaire intime de leur trahison. Chapitre 3 – La main invisible. Mélissa Porter était fière d'être une bonne sœur. 2 ans plus jeune que Laurel, elle avait toujours endossé le rôle de confidente, de complice discrète. Alors, quand 6 mois plus tôt, Laurel était venue à elle en larmes, lui confessant son aventure avec Dominique, Mélissa n'avait pas hésité. Elle avait fourni des alibis, des excuses et ce soutien émotionnel que sa sœur réclamait désespérément. « Tu mérites d'être heureuse », lui avait-elle dit. Vincent te traite comme une acquisition de plus. Maintenant, assise face à Vincent dans un coin discret d'un restaurant huppé de l'Arizona, Mélissa frissonna malgré la douceur de la soirée. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit Vincent, son ton agréable contrastant avec le froid de son regard. Mélissa se tortilla sur son siège, mal à l'aise. « Tu m'as dit que c'était pour préparer une surprise pour l'anniversaire de Laurel ? » D'une certaine manière. Vincent fit glisser une grande enveloppe brune de l'autre côté de la table. Ouvre. À l'intérieur, des photos. Mélissa déposant Laurel devant l'immeuble de Dominique. Mélissa répondant au téléphone de sa sœur pendant que celle-ci sortait de la douche après un rendez-vous secret. Mélissa, mentant en face à Vincent, sur les allées et venues de Laurel. Je peux expliquer, balbutia-t-elle, le visage blême. Inutile, répondit Vincent. Son sourire n'atteignit jamais ses yeux. Tu es renvoyé. Avec effet immédiat. Le poste de directrice marketing dans l'une des filiales de Vincent avait été le rêve de Mélissa. Tout s'effondrait. Tu ne peux pas. C'est déjà fait. La sécurité a vidé ton bureau. Ton badge a été désactivé il y a 20 minutes. C'est parce que j'ai protégé ma sœur de toi. Vincent se pencha vers elle, glacé. C'est parce que la loyauté a un prix, Mélissa. Et tu as misé sur le mauvais camp. Je vais tout dire à Laurel. Je vais exposer ce que tu fais. Fais donc, répondit Vincent, presque distrait. Dis-lui comment tu l'as aidé à me mentir. Dis-lui comment tu as perdu ton poste. Et ta réputation. Dis-lui tout. Et surtout, assure-toi qu'elle sache que je sais tout. Mélissa quitta le restaurant en larmes, tandis que Vincent terminait calmement son scotch. Le premier domino venait de tomber. Exactement comme prévu. Ce soir-là, Laurel fit irruption dans le bureau de Vincent, ses yeux brillants de colère. « Tu as viré ma sœur ? Parce qu'elle n'a pas assez bien courbé les chines à ton gala de charité ?» Vincent leva à peine les yeux de son ordinateur. Ses performances étaient insuffisantes depuis des mois. La décision vient du conseil d'administration. Tu contrôles ce conseil. Comme tu contrôles tout le reste. Vincent croisa enfin son regard. Attention, Laurel. Ton empressement à défendre les compétences professionnelles de ta sœur semble disproportionné. Il y avait quelque chose dans sa voix. Une inflexion à peine perceptible. Mais qui la fit se figer. Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout, répondit-il, retournant à son écran. Peut-être aurait-elle dû être plus discrète. Professionnellement parlant. Après le départ de Laurel, Vincent ouvrit la vidéo en direct provenant du Penthouse de Dominique. À l'heure dite, son partenaire d'affaires était là, téléphone à la main, arpentant la pièce avec nervosité. Elle se doute de quelque chose, disait Dominique. Sa sœur vient d'être virée. Pause. Oui, bien sûr que je pense que c'est lié. Pause encore. Non. Il ne peut pas savoir pour nous. J'ai été prudent. Vincent zooma lentement sur le visage de Dominique, étudiant la peur qui s'y lisait. Cet homme, l'homme qui lui avait pris sa femme, allait bientôt comprendre le vrai coup de la trahison. Mais pas encore. Pas tout de suite. Vincent n'en était qu'à poser les pions. Le jeu venait à peine de commencer. Et un vieil associé de longue date.
Howard, tu te souviens de ce service que tu me dois. La voix de Vincent était calme, mais ferme. Eh bien, je viens encaisser cette dette. D'ici cet après-midi. À peine quelques heures plus tard, les lignes de crédit personnel de Dominique furent gelées, officiellement dans le cadre d'un simple contrôle de conformité de routine. Officieusement, c'était tout sauf une coïncidence. Le soir même, dans les salons feutrés des investisseurs les plus influents, des rumeurs discrètes mais corrosives commencèrent à circuler. Meridian ferait face à des problèmes de liquidité. Des murmures. Des regards échangés. Rien d'officiel, bien sûr. Mais suffisamment pour semer le doute en particulier parmi ceux qui détenaient des parts stratégiques dans les projets fétiches de Dominique. Vincent, dans l'ombre, œuvrait avec une précision chirurgicale. Chaque action, chaque décision semblait anodine, presque accidentelle. Et pourtant, c'était un jeu d'échecs méthodique. L'assistante personnelle de Dominique donna soudainement sa démission, invoquant un « besoin de changement ». Le projet passion de Dominique, un hôtel boutique à Scottsdale, rencontra tout à coup des retards administratifs inexpliqués. Des détails, des grains de sable dans la machine, mais qui, accumulés, deviendraient des rochers. Pendant que le sol se dérobait sous les pieds de Dominique, Vincent adoptait une autre stratégie. Il se montrait de plus en plus prévenant avec Laurel. Fleurs fraîches. Invitation à dîner. Des gestes délicats, presque amoureux. Le comportement d'un homme cherchant à raviver une flamme. Laurel, troublée, ne savait plus comment interpréter ces signaux contradictoires. Le doute se lisait sur son visage, une confusion qui, très bientôt, se transformerait en terreur. La nasse se refermait, lentement mais sûrement, sur elle et son amant. Chapitre 4. Le nœud se resserre. Le gala annuel de Meridian Property était l'événement le plus prestigieux du monde des affaires à Phoenix. Une soirée fastueuse, où se pressaient l'élite de la ville pour célébrer les succès de l'entreprise et découvrir ses futurs projets. Au centre de la salle illuminée, un verre de champagne à la main, Vincent rayonnait dans son smoking sans mesure. L'image même du succès. À une nouvelle année record, déclara-t-il à la foule, levant son verre. Et à de nouveaux commencements. Son regard traversa la salle, s'arrêtant sur Laurel, superbe dans une robe émeraude qui scintillait à chacun de ses pas. À ses côtés, Dominique, séduisant, charismatique, sûr de lui dans son costume taillé au millimètre. Il arborait ce sourire insolent, celui d'un homme qui se croyait intouchable. S'il savait seulement. Vincent se fraya un chemin parmi les invités, échangeant sourires et poignées de main, recevant les félicitations, évoquant de futurs partenariats. Puis il s'approcha enfin de Laurel et Dominique. Il embrassa son associé avec cette chaleur bien rodée, celle que l'on réserve aux amis de longue date. L'homme de la soirée, lança Dominique en le frappant jovialement sur l'épaule. Rien que l'affaire Westlake nous propulse à l'échelle nationale. Vincent baissa la voix, prenant un ton confidentiel. À ce propos, j'aimerais te parler de quelques ajustements dans la structure. Le sourire de Dominique vacilla à peine. Des ajustements ? Tout est prêt pour la clôture la semaine prochaine. Rien de majeur, répondit Vincent avec un air innocent. Juste quelques optimisations fiscales suggérées par mon équipe. On en parle lundi. Avant que Dominique ne puisse insister, Vincent se tourna vers Laurel. Il saisit sa main, y déposa un baiser léger. Tu éclipses tout le monde ici. L'expression de confusion dans ses yeux était délicieuse. Depuis des semaines, Vincent alternait entre froide indifférence et tendresse inattendue, la laissant en déséquilibre constant. Jouant avec ses nerfs. La poussant à se demander si leur liaison était toujours un secret, ou une épée de Damoclès. Danse avec moi, souffla-t-il, sans lui laisser le temps de répondre. Il l'entraîna sur la piste, leurs corps proches, mais leurs cœurs séparés par un gouffre de mensonges. Alors qu'il glissait sur la musique, Vincent murmura à son oreille. Tu sens son parfum. Laurel se figea. Celui de Dominique. Il est reconnaissable, non? Bois de santal, et une touche d'agrumes, peut-être? Le visage de Laurel pâlit immédiatement. Vincent, pas ici. Il garda son sourire figé, pour les regards curieux qui les observaient.
Pas maintenant. Mais bientôt, toi et moi, nous aurons une conversation, des plus intéressantes. Le reste de la danse s'écoula dans un silence tendu. Le corps de Laurel était devenu raide, crispé par la peur. Quand la musique s'arrêta, Vincent la reconduisit à leur table, où Dominique les attendait avec un sourire fragile. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant la pâleur de Laurel. « Parfaitement », répondit Vincent en posant sa main de manière possessive sur l'épaule nue de sa femme. « Je disais justement à mon épouse à quel point je lui suis reconnaissant pour sa loyauté. » Le lendemain matin, Vincent convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. L'après-midi, les rumeurs qu'il avait savamment semées semaines plus tôt avaient éclos. Elles s'étaient transformées en une crise de confiance à propos de la stabilité financière de Dominique. Le conseil déjà influencé par les manœuvres discrètes de Vincent vota à l'unanimité pour restructurer l'opération Westlac. Dominique fut écarté. Le contrôle total fut transféré à Highpoint Holdings, la société écran de Vincent. Plus tard, dans un accès de rage, Dominique fit irruption dans le bureau de Vincent. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» vociféra-t-il en claquant la porte. « Tu m'as court-circuité devant le conseil, évincé de Westlac, et maintenant mes comptes bancaires sont audités. » Vincent leva calmement les yeux de derrière son bureau. « Les affaires sont imprévisibles, Dominique. Tu sais bien comment ça marche. Ce ne sont pas des affaires, c'est personnel. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Vincent se leva lentement, se dirigea vers le chariot-bar, et versa 2 verres de whisky. « Ce que tu as fait ? » Intéressante question, de la part d'un homme qui couche avec ** ma femme depuis 7 mois. Dominique devint livide. « Vincent, je peux expliquer. » Aucune explication nécessaire. Il lui tendit le verre avec un sourire glaçant. « En réalité, je devrais presque te remercier. Tu m'as révélé une faille dans mon organisation. Une vulnérabilité. Et maintenant, je la corrige. » « C'est ça ? Une correction ?» murmura Dominique, sa main tremblante posant le verre resté intact. « Vincent, on peut régler ça comme des hommes d'affaires. Je vais mettre fin à tout avec Laurel. Je peux même te revendre mes parts, à prix réduit. » Généreux, répondit Vincent en retournant s'asseoir, mais insuffisant. Il appuya sur un bouton du téléphone. « La sécurité va te raccompagner. Ton accès est révoqué. Et fin de transmission. Et tes effets personnels seront livrés à ton domicile. Tu ne peux pas simplement me chasser. Je possède 20% de Méridian. » Vincent ouvrit un dossier posé sur son bureau, l'air calme mais implacable. « En fait, à partir de ce matin, tes parts ont été transférées pour couvrir tes dettes impayées envers notre filiale, Highpoint Holdings. » Il marqua une pause, presque théâtrale. « Il semble que tu aies signé un accord, particulièrement défavorable lors de la restructuration de Westlac. » Dominique le fixa, les yeux écarquillés, pétrifié d'incrédulité. À cet instant précis, les agents de sécurité pénétrèrent dans le bureau, silhouette silencieuse mais menaçante. « Ce n'est pas terminé, Vincent, » souffla-t-il, la voix tremblante. Vincent eut un sourire glacial, presque satisfait. « Oh que si, Dominique. C'est terminé. » Il marqua un temps, puis ajouta avec une froideur chirurgicale. « Je te conseille de faire tes valises. La banque saisit ton pantouse demain matin. » Ce soir-là, Vincent rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Il monta les escaliers silencieusement, mais en approchant de la chambre, il perçut des bruits précipités. Lorsqu'il entra, il découvrit Laurel, paniquée, en train de fourrer des vêtements dans une valise à la hâte. Son visage était strié de larmes. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il en s'adossant au chambranle de la porte. Elle sursauta à sa voix, se retournant lentement, le regard mêlé de peur et de défi. « Je te quitte. Parce que j'ai renvoyé ton amant aujourd'hui ? Ou parce que ta sœur a perdu son emploi en te couvrant ?» Les mains de Laurel s'immobilisèrent au-dessus du linge qu'elle pliait. « Depuis combien de temps le sais-tu ? » murmura-t-elle. « Depuis assez longtemps pour m'assurer qu'aucun de vous deux ne s'en relèvera. » Il s'avança, envahissant la pièce de sa présence froide et dominante.
Ton amant a perdu ses parts dans l'entreprise, son appartement est saisi, et sa réputation dans cette ville est anéantie. Tu es un monstre, souffla TL. Non, Laurel. Je suis simplement un homme qui récupère ce qui lui est dû. Chapitre 5 La confession. La maison des Nelson n'avait jamais paru aussi étouffante. Pendant 3 jours après la révélation de Vincent, Laurel erra dans un état de choc. Chaque issue semblait s'être évaporée, méthodiquement fermée l'une après l'autre. Dominique ne répondait plus à ses appels. Mélissa, sa sœur, était injoignable, elle semblait avoir quitté la ville. Et ses comptes bancaires, détenus conjointement avec Vincent, étaient réduits à de simples retraits symboliques. Vincent, quant à lui, poursuivait sa routine comme si de rien n'était, départ au travail chaque matin, retour chaque soir, toujours courtois, toujours distant, la regardant s'effondrer comme s'il observait une expérience clinique. La 4e nuit, à minuit, Laurel se retrouva seule dans la cuisine. Un verre de vin à la main, l'autre fixant l'écran de son téléphone, elle relisait les messages à Dominique restés sans réponse. Elle leva les yeux en entendant des pas familiers. Vincent se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un simple pantalon de pyjama en soie, torse nu, sa silhouette rappelant l'homme qu'il avait autrefois fasciné. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il en se versant un verre d'eau. « Comment peux-tu faire comme si tout cela était normal ?» Sa voix se brisa. Comme si c'était juste une mauvaise passe. Vincent s'adossa au plan de travail, l'observant attentivement. « Et tu préférerais quoi ? Que je crie, que je casse tout, que je te supplie de m'aimer encore ? Je veux que tu ressentes quelque chose, hurla-t-elle, que tu montres une once d'humanité. » Elle abattit son verre sur la table. Vincent ne bougea pas. « Je ressens bien des choses, » répondit-il calmement. « De la déception. Du dégoût. Et un profond désir de voir la justice être rendue. » « Justice ? » rit-elle amèrement. « Tu as détruit des vies par simple orgueil blessé. » Vincent s'approcha. Sa présence était écrasante dans cet espace réduit. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce sont des conséquences. Chaque acte a les siennes. Les tiens, ceux de Dominique, ceux de Mélissa. Vous avez tous fait des choix, en connaissance de cause. Je n'ai jamais voulu te blesser, murmura-t-elle. Il secoua lentement la tête. Encore un mensonge. Tu l'as voulu. Ta liaison était ta révolte contre tout ce que je représente. Ces mots frappèrent Laurel comme un coup physique. C'est vrai. Sa relation avec Dominique avait commencé comme une échappatoire à l'univers froidement contrôlé de Vincent. Un souffle d'imprévu, de passion. Mais elle avait cru que cela s'était transformé en quelque chose de réel. Il m'a dit qu'il m'aimait, admit-elle dans un murmure. Et tu l'as cru, répondit Vincent, un rictus de pitié sur les lèvres. Dominique aime les opportunités, Laurel. Tu étais son billet d'entrée. Vers moi. Vers ma société. Mes contacts. Il la fixa, implacable. Tu penses vraiment que c'était une coïncidence qu'il t'ait approché juste au moment où l'affaire Westlake se mettait en place? Le doute, déjà présent, s'insinua plus profondément en elle. Dominique, de plus en plus distant ces dernières semaines. Son obsession pour les appels professionnels, même dans leurs moments d'intimité. Son insistance à connaître les moindres détails de l'emploi du temps de Vincent. « Tu mens » dit-elle. Mais sa voix avait perdu toute certitude. « Vraiment » répondit Vincent en sortant son téléphone. Il appuya sur l'écran, puis le fit glisser vers elle. « Écoute par toi-même. » Dans le silence pesant de la cuisine, une voix familière s'éleva. Celle de Dominique, parlant à un interlocuteur inconnu. Vincent ne se doute de rien. Sa femme me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ses mouvements, ses projets. Une fois l'accord Westlake conclu, on aura tout ce qu'il nous faut pour l'évincer totalement. Le monde de Laurel s'effondra autour d'elle. La trahison qu'elle avait commise semblait pâle comparée à celle qu'elle venait de découvrir. C'était quand, demanda-t-elle, la gorge nouée. Le mois dernier, répondit Vincent. Ton amant t'a manipulé aussi bien que tu m'as manipulé, moi. Le verre lui échappa des mains, se brisant sur le carrelage.
Elle se pencha, hébétée, ramassant les débris à main nue. Un éclat entailla son doigt. Le sang se mêla au vin. « Quelle idiote j'ai été !» murmura-t-elle, les larmes mêlées au sang. « Oui », confirma Vincent, sans émotion. « La question est, que vas-tu faire maintenant ?» Laurel leva les yeux. Brisé. Bien au-delà du simple physique. Quel choix me reste-t-il ? Tu as tout pris. Pas tout, pas encore, dit-il en s'agenouillant près d'elle, évitant les éclats de verre. Je veux la vérité, Laurel. Toute la vérité. Chaque détail de ta trahison. Chaque plan que Dominique t'a partagé. Chaque personne impliquée. Donne-moi ça, et peut-être que nous pourrons parler de ce qui viendra ensuite. Et si je refuse ? Son visage se durcit, implacable. Alors je continue. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et toutes les personnes que tu aimes, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le lendemain matin, Vincent était assis dans son bureau à domicile. Pendant des heures, il enregistra la confession complète de Laurel. Elle raconta chaque détail de leur histoire, sans se ménager. Elle expliqua comment tout avait commencé par une rencontre fortuite, un hasard malheureux, alors que Vincent était en déplacement à l'étranger. Comment Dominique l'avait poursuivie, avec une insistance fébrile, presque obsessionnelle, jusqu'à ce qu'elle cède à l'excitation, aux frissons interdits qu'il lui promettait. Elle parla du rôle de Mélissa, les alibis qu'elle avait fournis, les excuses inventées, même les mensonges proférés directement à Vincent, sans ciller, pour couvrir Laurel. Elle exposa tout un réseau dénablé, de complices silencieux, le concierge de l'hôtel qui avait été grassement soudoyé pour garantir leur intimité, le maître d'hôtel du restaurant qui réservait discrètement des salons privés, et même l'ancienne assistante de Vincent. Celle qui modifiait subtilement son agenda pour faciliter leur rendez-vous. Mais plus précieux encore furent les confidences de Dominique, ses stratégies commerciales, ses positions de levier, des informations que Vincent n'était jamais censé découvrir. Et plus accablant que tout, la connexion secrète de Dominique avec un groupe concurrent de développement immobilier. Ce groupe semblait, étrangement, toujours trop bien informé des plans confidentiels de Méridian. Quand Laurel eut terminé, épuisé émotionnellement, moralement vidé, Vincent hocha simplement la tête et arrêta l'enregistrement. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, la voix rauque. « Maintenant ?» répondit Vincent avec calme, « Nous avons une conversation que nous aurions dû avoir depuis longtemps. » Chapitre 6, le jugement. L'appartement en attique, celui où Dominique avait emmené Laurel tant de fois, ressemblait désormais à un mausolée. La plupart de ses affaires avaient été emballées dans des cartons. Les meubles étaient recouverts de drap blanc. Ce matin-là, l'avis de saisie était tombé. Il avait 48 heures pour quitter les lieux. Le téléphone sonna. La sonnerie de Laurel. Après des jours à ignorer ses appels, quelque chose, cette fois, le poussa à décrocher. « Il faut qu'on parle » dit-elle sans détour. Vincent sait tout. « Je suis au courant » répondit Dominique, amer. « Il est en train de me détruire méthodiquement. Il veut nous voir. Ce soir. Tous les deux. » Dominique rit, un rire creux, sans joie. « Pour se pavaner, je suppose ? » Non merci. Il dit qu'il est prêt à négocier. À te rendre tes parts. À stopper la saisie. Le désespoir dans sa voix reflétait l'état intérieur de Dominique. Après des jours de tentatives vaines pour sauver ses affaires, voir ses actifs gelés, sa réputation piétinée, même un mince espoir semblait mériter d'être tenté. Très bien. Où ? Chez les Nelson. 20 heures. Le manoir moderniste que Dominique avait autrefois envié se dressait à présent comme une forteresse du destin, un avant-poste de sa chute. Le portail de sécurité s'ouvrit automatiquement. Un frisson le parcourut qui n'avait rien à voir avec la brise du désert. À l'intérieur, Vincent l'attendait, installé dans son bureau. Laurel était déjà là, assise sur l'un des canapés en cuir. Elle paraissait petite, écrasée par le poids de la honte. Vincent, lui, affichait une calme parfaite. Il offrit à Dominique un verre, comme s'il accueillait un vieil ami. « Scotch.
Tu préférais toujours le Macallan 25, si je me souviens bien. Dominique resta debout. On peut éviter les politesses? Tu es prêt à négocier, intervint Laurel. Vincent jeta un coup d'œil à sa femme. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Mais peu importe. Assieds-toi. Dominique s'exécuta, à contre-cœur. Vincent reprit. J'ai passé les derniers jours à faire l'inventaire des dégâts. Les mensonges. La trahison. La tentative d'espionnage industriel. Oui, Dominique, je sais tout de tes réunions avec Apex Développement. Le visage de Dominique afficha une stupeur brute, avant qu'il ne puisse se recomposer. C'était juste exploratoire. Rien n'en est sorti. Parce que j'ai intercepté tes communications avant qu'elles n'aboutissent, répliqua Vincent en sirotant son verre. Mais l'intention, elle, était limpide. Qu'est-ce que tu veux de nous, murmura Laurel, presque inaudible. Je veux ce qu'on m'a volé, le respect. La loyauté. Le contrôle. Vincent posa délicatement son verre. Mais puisque ces choses sont intangibles, je me contenterai de vous voir tout perdre. Exactement comme vous l'aviez prévu pour moi. J'ai déjà tout perdu, s'exclama Dominique. Mes parts. Ma maison. Ma réputation. Pas encore, rétorqua Vincent d'une voix glaciale. Il appuya sur un bouton. Le grand écran mural s'alluma, révélant une vidéo intime, Dominique et Laurel, dans son pentouse, dans leurs moments les plus privés. Mon Dieu, Vincent! Souffla Laurel, se couvrant la bouche. J'ai des heures de ça, poursuivit Vincent avec détachement. Une documentation assez complète de votre liaison, avec, en bonus, quelques conversations très révélatrices. Sur moi. Mon entreprise. Mes failles. Dominique bondit de son siège. Espèce de... Assieds-toi, ordonna Vincent d'un ton si tranchant que Dominique obéit instinctivement. Voici ce qui va se passer, Laurel a déjà livré une confession complète, impliquant tout le monde dans votre petite conspiration. Tu vas faire de même. Et si je refuse? Alors cette vidéo sera envoyée à chaque membre du conseil, chaque investisseur, chaque partenaire commercial qui te reste. Avec, bien sûr, les preuves de ta tentative d'espionnage industriel. Je te rappelle que c'est illégal. Le visage de Dominique se tordit de rage et de panique. Que veux-tu que je dise? Tout. Chaque détail. Chaque plan. Chaque complice. Pendant 1 heure, Vincent enregistra la confession de Dominique. Il posait parfois des questions, révélant qu'il savait beaucoup plus que prévu. Lorsque Dominique termina, émotionnellement vidé, Vincent hocha la tête, satisfait. Et maintenant? Dit-il calmement, le moment que vous redoutiez tous les deux. Vincent. Commença Laurel, implorante. Ma femme m'a dit, je couche avec ton associé depuis des mois. C'était, libérateur, d'enfin tout avouer. La voix de Vincent prit un ton presque théâtral. J'ai répondu, je sais. Vas-y, dis-m'en plus. Pourquoi tu n'es pas en colère, m'a-t-elle demandé. Parce que, ai-je dit, ton amant ne sait pas que son entreprise m'appartient désormais. Que sa maison est saisie. Et que ta sœur, qui t'a couverte, est désormais au chômage. Un silence pesant, mortel, s'abattit sur la pièce. Dominique fixa Vincent avec un mélange de haine glacée et de terreur sourde, tandis que Laurel semblait se recroqueviller sur elle-même, comme si son propre corps refusait de la soutenir. C'est tout, demanda finalement Dominique. Tu nous as fait venir pour, cette mise en scène? Non, répondit Vincent en se levant. Je vous ai fait venir, pour être témoin du début de la fin. Demain, vos confessions seront envoyées à des destinataires, triés sur le volet. Et d'ici la fin de la semaine, chaque personne de notre cercle saura exactement ce que vous avez fait. Et celui pour qui tu vas te détruire au passage. Prévenait Dominique. Ce genre de scandale va nuire à Méridian. Un risque calculé, et je suis prêt à le prendre. Le sourire de Vincent, d'un calme glaçant, avait de quoi glacer le sang. Parfois, pour retirer une tumeur, il faut couper profondément.
Tandis que les agents de sécurité escortaient Dominique hors de la propriété, Vincent se tourna lentement vers Laurel. Quant à toi, ma chère épouse, je te suggère de commencer à emballer tout ce qui t'appartient personnellement. Les papiers du divorce arriveront demain matin. Tu trouveras les termes peu généreux. Vincent, je t'en prie. Commença-t-elle d'une voix brisée. La seule raison pour laquelle tu ne quittes pas cette maison sans le moindre sou ce soir, c'est que même mes avocats n'ont pas pu contourner entièrement les lois de l'Arizona sur les biens communs. Mais rassure-toi, le montant de ton règlement reflètera fidèlement la valeur réelle de ta contribution à ce mariage. Resté seul dans son bureau, Vincent se versa un autre verre, silencieux, impassible. Il observa les images de la caméra de sécurité montrant Dominique être conduit hors du domaine. La première phase était terminée. Les traîtres avaient été démasqués, confrontés et brisés. Mais la vengeance de Vincent était loin d'être achevée. Chapitre 7 Cendres et poussière. 3 mois après l'affrontement, la haute société de Phoenix bruissait encore des échos du scandale Nelson Falco. Vincent avait diffusé la confession au moment stratégique, s'assurant qu'elle cause un maximum de dégâts à Laurel et Dominique, tout en protégeant habilement la réputation de Méridian grâce à des communiqués de presse soigneusement rédigés, parlant de « problèmes personnels malheureux » et de « cap franchi avec un nouvel élan ». Dominique, quant à lui, avait fui l'Arizona, complètement. Ses tentatives de reconstruire sa vie ailleurs étaient systématiquement compromises par la réputation toxique qui, d'une manière ou d'une autre, le précédait dans chaque nouvelle ville où il posait le pied. La dernière fois que Vincent avait eu des nouvelles de lui, l'homme qui commandait jadis les salles du conseil d'administration vivait désormais à Albuquerque, employé comme simple vendeur dans une agence immobilière de second rang, habitant un appartement en location, et conduisant une Honda en leasing. Une chute spectaculaire pour quelqu'un qui, autrefois, baignait dans le luxe et le pouvoir. Laurel avait légèrement mieux résisté. Elle s'était réfugiée dans un modeste condo acheté avec le règlement du divorce, le strict minimum que les avocats de Vincent n'avaient pas réussi à lui faire perdre. Sa sœur Melissa, revenue à Phoenix, s'était vite retrouvée dans une impasse, aucun employeur ne voulait d'elle. L'influence de Vincent s'était assurée que toutes les portes resteraient solidement closes, pour les deux femmes. Vincent, lui, était sorti du scandale quasiment intact. Son traitement impitoyable de la trahison lui avait valu une nouvelle réputation, redoutée, dans les cercles d'élite de Phoenix. Personne ne trahissait Vincent Nelson et s'en sortait indemne. La leçon avait été apprise. Et retenue. Par un matin d'octobre aux airs d'automne secs et lumineux, Vincent était assis dans son café préféré, planche d'architecte étalée devant lui, examinant les plans de son prochain projet immobilier, quand une ombre s'étendit lentement sur sa table. « Je peux m'asseoir » La voix féminine, douce mais assurée, portait cette mélodie familière qui le fit lever les yeux brusquement. Patricia Blackwell, la mère de Laurel, se tenait devant lui. Élégante, comme toujours, dans un tailleur impeccablement ajusté, trahissant à peine ses 65 ans. « Patricia » dit Vincent en désignant le siège vide en face de lui. « C'est inattendu. » Elle s'installa avec grâce, commanda un café d'un ton neutre au serveur qui s'était approché aussitôt, puis porta enfin toute son attention sur son ancien gendre. « Il me semblait qu'il était temps que nous parlions, » dit-elle, les yeux bleus identiques à ceux de Laurel fixant Vincent avec intensité. « À propos de mes filles. » Elle ajouta un nuage de crème à son café, ni plus, ni moins, avec une précision chirurgicale. « Toutes deux ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, grâce à toi. » Vincent esquissa un sourire froid. « Tes filles ont fait des choix, Patricia. Des choix d'adultes. Et les conséquences sont d'adultes également. Des conséquences vindicatives, orchestrées par toi, » répliqua-t-elle en sirotant son café avec un calme troublant. Melissa ne peut même pas décrocher un entretien à Phoenix. Laurel sursaute au moindre bruit. Était-ce vraiment nécessaire de les détruire à ce point? Oui. Sa réponse, d'une simplicité implacable, l'a surpris. Dans mon monde, la trahison s'accompagne de sanctions, totalement dissuasives. Patricia le regarda longuement, pensive. Tu sais, quand Laurel t'a présenté pour la première fois, je l'ai mise en garde. Je lui ai dit, les hommes qui contrôlent leurs émotions à ce point sont les plus dangereux, parce qu'un jour, ils cassent.
Tu es perspicace, répondit Vincent, impassible. Elle ne m'a pas écouté. Elle n'a vu que l'homme brillant, séduisant, qui la voulait. Pas l'enfant blessé qu'il cachait en dessous. Le visage de Vincent se durcit. Si tu es venu me faire une psychanalyse, la conversation est terminée. Je suis venu te demander d'arrêter. Patricia se pencha légèrement vers lui. Tu as gagné, Vincent. Elles sont brisées. N'est-ce pas suffisant? Laurel touche toujours une pension. Mélissa possède encore sa maison. Dominique respire toujours. Donc non. Ce n'est pas suffisant. Un éclair d'émotion fissura brièvement la façade de Patricia. Qu'est-ce que tu peux vouloir de plus? La justice a été faite, non? La justice n'a pas de point final, Patricia. Elle continue, jusqu'à ce que l'équilibre soit restauré. Ce n'est pas de la justice, murmura-t-elle. C'est de la vengeance. La distinction n'a d'importance que pour ceux qui n'ont pas le pouvoir d'imposer ni l'une, ni l'autre. Vincent rassembla ses plans, mettant un terme à l'échange. Transmets mes salutations à tes filles. Dis-leur que je pense souvent à elles. Le sous-entendu, glacial, fit blêmir Patricia. Vincent s'éloigna, laissant des billets pour leur café. Il ne ressentait rien d'autre qu'une satisfaction glaciale. Les Blackwell avaient appris une leçon précieuse. Une leçon que son propre père avait appris trop tard. Dans ce monde, les faibles sont dévorés par les forts. Et Vincent savait, depuis longtemps, dans quel camp il voulait être. De retour au siège de Méridian, Vincent relisait les derniers rapports sur la lente descente aux enfers de Dominique. Son ancien partenaire avait même été renvoyé de son modeste poste à Albuquerque, suite à des plaintes anonymes sur son éthique transmises à sa direction. L'homme derrière ces envois? Trevor Walsh, l'assistant personnel de Vincent, recruté précisément pour son obsession maladive du détail. Chapitre 8. L'absence totale de lien personnel entre Vincent et quiconque chez Méridian rendait chaque interaction chirurgicale, froide, délibérée. C'est ainsi qu'il entra dans l'après-midi, parfaitement synchronisé avec son emploi du temps. La réunion avec Apex Développement est confirmée pour 15 heures, annonça Trevor, tout en consultant sa tablette. Leur PDG semblait très anxieux à l'idée de vous parler en personne. Vincent esquissa un sourire infime, presque imperceptible, mais chargé de sens. Apex. La société même avec laquelle Dominique avait comploté contre lui autrefois. Aujourd'hui, elle vacillait, en perte de vitesse, luttant désespérément après avoir vu plusieurs projets stratégiques glisser entre ses doigts au profit de Méridian. La demande de réunion émise par leur PDG n'était rien d'autre qu'un rire étouffé de désespoir. Parfait, répondit simplement Vincent. Trevor enchaîna. Et l'autre dossier? Finalisé ce matin. La demande de prêt hypothécaire de Mademoiselle Porter a été refusée par les 4 banques, comme convenu. Son bail actuel expire dans 30 jours. Mélissa avait tenté une nouvelle fois de reconstruire quelque chose, en essayant d'acheter une petite maison à Tucson loin de l'emprise de Vincent. Mais cette tentative, comme toutes les précédentes, avait été savamment sabotée par lui dans l'ombre. Certains auraient qualifié sa poursuite obsessionnelle de vengeance d'excessive. Mais pour Vincent, elle était simplement méthodique. Les personnes qui l'avaient trahi devaient comprendre que leur châtiment n'avait pas de date de péremption. Que sa mémoire était inépuisable. Que son influence, son pouvoir, son bras, étaient infinis. Ce soir-là, alors que Vincent travaillait tard dans son bureau, sa ligne privée, un numéro connu de très rares personnes, se mit à sonner. Nielsen, répondit-il, sans émotion. C'est Benjamin, dit la voix de son avocat, inhabituelle, presque étranglée. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Silence. Dominique Falco s'est suicidé cet après-midi. La main de Vincent s'immobilisa sur le stylo qu'il tenait. Mais sa voix, elle, resta parfaitement calme. Détail. Coup de feu. Dans son appartement à Albuquerque. Il a laissé une note, où il vous nomme explicitement. Vincent réfléchit une seconde, puis répondit, laconique. Ça risque de devenir désordonné. Gérez ça. Faites en sorte que toute enquête soit conclue rapidement.
Et discrètement. Après avoir raccroché, Vincent se leva lentement, marcha jusqu'à la baie vitrée et contempla la ligne d'horizon de Phoenix, cette ville qu'il avait contribué à façonner, pierre par pierre, griffe par griffe. La mort de Dominique aurait dû représenter le sommet de sa vengeance. Une victoire. Un moment à savourer. Et pourtant, il ne ressentait rien. Rien d'autre qu'un vide étrange. Non, ce n'était pas de la culpabilité. Vincent Nielsen ne connaissait pas cette émotion. C'était autre chose. Une déception presque froide. Parce que Dominique, en mettant fin à ses jours, avait échappé à l'intégralité du châtiment que Vincent lui avait minutieusement préparé. Il avait repris le contrôle une dernière fois. C'était, pensa Vincent, la première et unique fois que Dominique l'avait devancé. Vincent n'aurait jamais imaginé revoir Laurel. Le divorce avait été prononcé. Les biens, divisés de manière outrageusement favorable à Vincent. Leurs cercles sociaux ne se croisaient plus, car il s'était appliqué à l'effacer du paysage mondain de Phoenix. Et pourtant, la voilà. Là. Debout, dans le hall de Meridian Property. Elle semblait plus mince qu'il ne se souvenait. Ses cheveux, autrefois brillants et éclatants, étaient tirés en une queue de cheval sévère, soulignant les angles durs de son visage. Mademoiselle Blackwell, dit Trevor d'un ton glacial, utilisant sciemment son nom de jeune fille, comme Vincent l'avait exigé de tout le personnel. Je n'ai pas de rendez-vous. J'ai seulement besoin de 5 minutes, répondit Laurel, les yeux fixés sur Vincent alors qu'il sortait de l'ascenseur. 5 minutes, accepta-t-il, cédant à la curiosité, tout en désignant une petite salle de conférence attenant au hall. Une fois la porte close, isolée des regards indiscrets, la façade de Laurel se fissura. Dominique est mort à cause de toi. Dominique est mort à cause de Dominique, rectifia Vincent, restant debout tandis qu'elle s'effondrait sur une chaise. Ce sont ses choix qui l'ont mené là. Tu l'as poussé à bout. Avec ta pression constante, ton acharnement, ton harcèlement. Ce ne sont que les conséquences, coupa Vincent. Rien de plus. Elle le regarda longuement. Pour la première fois, peut-être, elle le voyait vraiment. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Vincent? Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? La vie, répondit-il simplement. La réalité. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il vous reste 3 minutes. Elle inspira profondément, comme pour se préparer à un saut dans le vide. Je suis enceinte. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, brisant un instant le calme glacial de Vincent. Depuis plusieurs mois, ajouta-t-elle en posant une main protectrice sur son ventre encore plat. C'est l'enfant de Dominique. Vincent digéra cette révélation à la vitesse d'un stratège. Les ramifications étaient immédiates. Et tu me dis ça parce que... Parce que je n'ai plus rien, avoua-t-elle, sa voix se brisant. Ma réputation est en ruine. Mes économies envolées. Ma famille peut à peine se nourrir, alors m'aider, encore moins. Je ne peux pas élever cet enfant seul. Tu veux de l'argent? Demanda Vincent d'une voix plate. Je veux la paix, corrigea Laurel. Pour cet enfant. Pour moi. Pour ce qu'il reste du nom de ma famille. Dis-moi ce qu'il faut. Dis-moi ce que tu veux pour mettre fin à cette vendetta, Vincent. Il la fixa longuement. Cette version brisée de la femme qu'il avait un jour aimée au point de l'épouser. Cette grossesse introduisait un élément neuf, une variable innocente, dans une équation entachée de trahison et de vengeance. Un être porteur du sang de Dominique, mais sans culpabilité. Cet enfant ne change rien, déclara-t-il enfin. Ta souffrance est la conséquence de tes propres choix, pas de ma cruauté. Alors pourquoi continuer? Pourquoi t'acharner sur Mélissa? Pourquoi bloquer le prêt de ma mère le mois dernier? Pourquoi avoir fait licencier Dominique d'un poste qui ne représentait aucune menace pour toi? Parce que des exemples doivent être faits. Parce que la trahison exige une réponse totale. Parce que Vincent Nielsen ne laisse jamais un ennemi en position de se relever. Il vous reste 1 minute, conclut-il. Au lieu de répondre, Laurel se leva. Une certaine dignité renaissait à travers sa détresse. Alors je vais l'utiliser pour te dire ceci, je vais avoir ce bébé. Et un jour,
Quand il sera assez grand pour comprendre, je lui dirai exactement qui était son père, et exactement qui l'a détruit. Je lui parlerai du grand Vincent Nielsen, bâtisseur d'empire, incapable de supporter une blessure personnelle sans réduire le monde en cendres. Les menaces ne te vont pas, Laurel. Ce n'est pas une menace, répliqua TL. C'est une promesse. Ses yeux tenaient les siens sans faiblir. Tu peux contrôler tout le reste. Mais tu ne pourras jamais contrôler ce que j'enseignerai à l'enfant de Dominique à ton sujet. Lorsqu'elle quitta la pièce, Vincent resta immobile, seul, retournant cette nouvelle donnée dans son esprit. Un enfant. L'héritage de Dominique, qui survivrait à sa propre destruction. Cette idée le troublait plus qu'il ne l'aurait cru. Ce soir-là, Vincent se rendit au cimetière où reposait son père. Il s'y rendait rarement, peu porté sur la communion avec les morts. Mais aujourd'hui était différent. Face à la pierre tombale simple, il se remémora le jour où il avait trouvé son père pendu dans le garage familial, après avoir tout perdu à cause d'un associé déloyal. Il se revit adolescent, fixant la vie de saisie sur la table de la cuisine, les comptes à sec, les rêves brisés. Et plus que tout, il se revit, âgé de 16 ans, se jurant que plus jamais il ne serait vulnérable. Qu'il deviendrait si puissant, que la trahison deviendrait impensable. Et si cela se produisait, sa vengeance serait biblique. J'ai tenu ma promesse, murmura-t-il à la tombe silencieuse, le vent du désert hurlant autour de lui, soulevant des tourbillons de poussière comme pour souligner le poids de ses paroles. Personne ne me prend quoi que ce soit sans en payer le prix ultime. Mais alors que les rafales balayèrent les dunes dans un sifflement fantomatique, Vincent Nielsen dut faire face à une vérité aussi inconfortable qu'indéniable. Sa vengeance, aussi méticuleuse et absolue fut-elle, n'avait pas comblé le vide béant que la trahison avait laissé en lui. Elle n'avait pas réparé ce qui avait été volé. Elle n'avait pas restauré ce qu'il avait perdu. Elle n'avait fait qu'engendrer davantage de néant, davantage de ruines, davantage d'absences résonnantes comme des échos interminables dans une cathédrale vide. Cette révélation ne l'attendrit pas. Vincent Nielsen était un homme bien au-delà de toute transformation morale ou rédemptrice. Mais elle lui apporta une clarté nouvelle. L'enfant que Laurel portait en elle, cet enfant représentait un avenir. Un avenir qui s'étendait bien au-delà du cycle toxique de trahison et de représailles. Un avenir auquel Vincent lui-même n'aurait jamais droit. Depuis longtemps, il avait fait un choix clair, les enfants symbolisaient la vulnérabilité, une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. Pas dans son monde. De retour dans son Penthouse, face aux immenses baies vitrées donnant sur la ville qu'il dominait, Vincent saisit son téléphone. Il appela Benjamin. « J'ai besoin que tu mettes en place une fiducie. Qu'elle soit financée anonymement. Le bénéficiaire sera l'enfant à naître de Laurel Blackwell. » Au bout du fil, l'étonnement de son avocat était presque palpable. « Vincent, tu es sûr de toi ? » « L'enfant ne m'a pas trahi, » répondit-il d'un ton calme, sans détour. « Contente-toi de faire les démarches. » Ce n'était pas un acte de pitié. Vincent Nielsen ne croyait pas en la pitié. C'était simplement sa façon de reconnaître que, comme toute chose, la vengeance avait ses propres limites. Et les siennes s'arrêtaient ici. Chapitre 9, Encre indélébile. Un an après le suicide de Dominique Falco. Vincent Nielsen se tenait au sommet de son empire. Meridian Properties s'était étendu à 3 nouveaux États. Le projet Westlake avait doublé sa valeur marchande. Et sa fortune personnelle avait suivi la même courbe ascendante. Le scandale qui, jadis, menaçait d'ébranler les fondations de son empire, s'était finalement mué en légende. Une mise en garde qui circulait dans les cercles d'affaires comme un avertissement gravé au fer rouge. Ne défiez jamais Vincent Nielsen. Ou préparez-vous à l'anéantissement. Sa réputation de froideur impitoyable était devenue un atout. Elle dissuadait ses concurrents. Elle assurait une loyauté totale de la part de ses employés, qui avaient vu de leurs propres yeux ce qui arrivait à ceux qui osaient le trahir. Ce matin-là, Vincent examinait des photos de surveillance que son enquêteur privé lui avait remises. On y voyait Laurel, 7 mois après avoir accouché, poussant une poussette dans un parc de Portland, Oregon. À ses côtés, sa mère, manifestement venue s'installer pour soutenir sa fille. Melissa, quant à elle,
travaillait dans une petite agence marketing, soigneusement en dehors de l'influence de Vincent. Les femmes Blackwell avaient enfin compris une règle fondamentale. Restez loin du monde de Vincent Nielsen, et peut-être, juste peut-être, vous sera-t-il permis de reconstruire une forme d'existence. La fiducie qu'il avait mise en place pour l'enfant de Dominique, un garçon nommé Alexander, d'après ses sources, garantirait à l'enfant une éducation décente, la couverture de ses besoins essentiels. Sans jamais révéler que Vincent Nielsen en était l'instigateur. Ce n'était pas un acte de miséricorde. C'était une décision calculée. Mettre fin à la lignée de la vengeance avec sa propre génération. Un coup sec à la porte. Trevor entra, visiblement mal à l'aise, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Monsieur Nielsen, il y a un détective moral qui souhaite vous voir. Il dit que c'est au sujet d'Harrison Abernathy. Le regard de Vincent se durcit. Harrison Abernathy, le concierge qui avait organisé les rendez-vous secrets entre Laurel et Dominique dans cet hôtel discret. Un autre rouage que Vincent avait méthodiquement broyé durant l'année écoulée. Faites-le entrer. Le détective Gabriel Moral entra avec l'assurance tranquille d'un homme qui sait qu'il ne doit rien à personne. Monsieur Nielsen, merci de me recevoir sans rendez-vous, dit-il en s'asseyant sans y être invité. De quoi s'agit-il, détective? Harrison Abernathy a été retrouvé mort chez lui, la nuit dernière. Suicide apparent. Mais nous explorons toutes les pistes. Vincent garda un visage de marbre. C'est malheureux, répondit-il. Mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Moral ne se laissa pas démonter. Il a laissé une lettre très détaillée, Monsieur Nielsen. Il vous y désigne clairement comme l'architecte de sa chute. Elle ressemble d'ailleurs étrangement à celle laissée par Dominique Falco l'an dernier. Les gens en détresse cherchent souvent un coupable, répondit Vincent d'un ton parfaitement maîtrisé. Je n'ai ni vu, ni parlé à Abernathy depuis plus d'1 an. Mais Moral poursuivit. Il a perdu son poste à l'hôtel Westmont le jour même de votre divorce. Il s'est ensuite vu blacklisté de tout emploi dans l'hôtellerie. Et dernièrement, il a perdu son appartement, immeuble récemment racheté par une filiale de. Il consulta ses notes, Holdings. Des transactions commerciales qui n'ont, au mieux, qu'un lien très indirect avec lui, rétorqua Vincent, impassible. Moral esquissa un sourire froid. Monsieur Nielsen, j'ai passé ma matinée à examiner des dossiers similaires concernant d'anciens associés ou connaissances de votre ex-femme, ou de votre ancien partenaire. La destruction méthodique de leur vie est d'une constance remarquable. Les coïncidences arrivent, détective. Pas comme ça, non. Il se pencha en avant. Je vais observer ces coïncidences de très près, Monsieur Nielsen. Lorsqu'il fut parti, Vincent resta immobile, pensif. Détective Moral représentait quelque chose de rare dans son univers. Un homme complètement en dehors de sa sphère d'influence. Un homme que ni l'argent ni le pouvoir n'intimidaient. Un homme résolu à déterrer des vérités que Vincent préférait profondément enfouies. Pour la première fois depuis des années, Vincent faisait face à un adversaire qu'il ne pouvait pas simplement écraser avec son portefeuille ou son réseau. Ce soir-là, de retour chez lui, Vincent ouvrit une vieille boîte en bois. C'était l'un des rares objets qu'il avait conservés de son enfance. À l'intérieur, des coupures de journaux sur le suicide de son père. Le dossier de faillite. Et surtout, une vieille photo, jaunie par le temps. Richard Harmon. Le partenaire de son père. L'homme qui avait tout volé, tout détruit. Puis disparu. Vincent l'avait retrouvé il y a 15 ans. Il vivait confortablement, sous un autre nom, en Floride. Vincent avait envisagé bien des formes de représailles. Mais il avait choisi quelque chose de plus élégant. Il avait racheté l'hypothèque de la maison d'Harmon, via une société écran. Puis il avait attendu. Permettant à Harmon de vivre dans une ignorance bénie, sans jamais savoir que sa maison, son refuge, sa sécurité, était en réalité entre les mains du fils de l'homme qu'il avait détruit. Vincent avait gardé cette carte en réserve. Pour le jour le plus sombre. Le moment où il aurait besoin de la satisfaction la plus pure qu'une vengeance puisse offrir. Il avait souvent rêvé de ce moment. Se présenter face à Harmon. Se révéler. Voir la reconnaissance,
la peur se peindre sur son visage, avant de le réduire en poussière. Mais désormais, avec Moral sur ses traces, cette vieille vengeance pourrait bien devoir servir un autre but. Le lendemain matin, Vincent appela Benjamin avec de nouvelles instructions. Le soir même, le paisible quotidien de Richard Harmon s'écroulait. Un avis de saisie pour sa maison. Puis des notifications d'audit de l'IRS. Et ce n'était que le début. Et 2 jours plus tard, l'impossibilité soudaine de ses comptes bancaires, Vincent reçut la nouvelle que Richard Harmon avait subi une crise cardiaque fatale en pleine dispute avec des responsables bancaires au sujet de sa situation financière soudainement dramatique. Lors du retour du détective Moral la semaine suivante, Vincent était prêt. « Je me suis renseigné sur votre passé, monsieur Nielsen », commença Moral sans détour, en particulier sur le suicide de votre père après avoir été escroqué par son associé. « C'est de l'histoire ancienne », répondit Vincent d'un ton égal. « Pas si ancienne. Richard Harmon est décédé la semaine dernière dans des circonstances rappelant vos autres projets. » Vincent glissa un dossier sur le bureau, comme pour illustrer ses propos. Peut-être que cela clarifiera les choses, détective. À l'intérieur se trouvaient des documents prouvant que Vincent n'avait appris où se trouvait Harmon que la veille de sa mort, après des décennies de recherche. Il y avait des relevés bancaires montrant que Vincent se trouvait à Phoenix lorsque la saisie avait été lancée, ainsi que des témoignages de témoins en Floride confirmant les antécédents cardiaques d'Harmon. Tout cela, bien entendu, était fabriqué, mais à la perfection. Vous avez été très minutieux, commenta Moral en examinant les documents. J'ai été accusé à tort, corrigea Vincent. Le suicide de mon père a marqué ma vie, détective. Trouver Harmon était une mission que j'avais poursuivie pendant des décennies. Le timing de sa mort m'a privé de la clôture que j'espérais, ne me l'a pas rapporté. C'était la diversion parfaite, utiliser une vérité, le suicide de mon père, pour couvrir un mensonge, mon innocence dans la mort de Harmon. La résonance émotionnelle rendait la supercherie impénétrable. Finalement, Moral partit, les soupçons toujours présents, mais sans preuve suffisante. Vincent avait réussi à brouiller les pistes, créant un doute raisonnable suffisant pour le protéger des conséquences juridiques. Dans les mois qui suivirent, Vincent réduisit progressivement sa recherche active de ceux qui l'avaient trahi, non pas par une quelconque pitié nouvelle, mais par la reconnaissance pragmatique que le détective Moral représentait une variable qu'il ne pouvait pas entièrement contrôler. La confiance envers le fils de Dominique restait en place, un accord tacite que la vengeance avait des limites naturelles. Laurel et sa famille étaient autorisés à reconstruire leur vie dans l'Oregon, à condition qu'ils ne retournent jamais à Phoenix ni ne parlent publiquement de Vincent. Quant à Vincent lui-même, il continua à bâtir son empire, plus froid et plus isolé que jamais. La trahison avait confirmé sa croyance fondamentale, la confiance était pour les imbéciles, l'amour était pour les faibles, et seul le pouvoir assurait la survie. Le 5e anniversaire de la mort de Dominique, Vincent se tenait dans son bureau au dernier étage, observant le coucher du soleil sur Phoenix. Sa vengeance avait été complète, ses ennemis détruits ou neutralisés, son pouvoir plus grand que jamais, et pourtant, le vide demeurait. Il y avait cet espace où la connexion aurait pu exister, où le pardon aurait pu offrir une forme différente de paix. Vincent reconnaissait cette absence avec indifférence, non pas comme un défaut, mais simplement comme le coup du contrôle absolu. Il leva son verre vers le ciel assombri, un toast aux leçons apprises et au prix payé. La doctrine Nielsen restait inchangée et impitoyable, trahissez-moi, et je ne détruirai pas seulement vous, mais tout ce que vous chérissez, tout ce que vous aimez, pas par passion ni par douleur, mais par principe. Au final, Vincent Nielsen était devenu exactement ce que la vie lui avait appris à être, un homme qui ne pouvait être trahi 2 fois, parce qu'il n'oublierait jamais, et il ne pardonnerait jamais. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai alors. Enchantment table unlocked. Alright gamers, go ahead and check on your crowd control coins. We've got an ad starting in about 3 minutes. You should be able to redeem some more coins. Alright, we're gonna sit down here a little longer.
See if we can get a few more diamonds. We've got quite literally the bare minimum. What if we could get like a sword and maybe even some armor? That would be legendary. Hey! Oh, I don't even have the space for these. 2 diamonds. Let's go. Gunpowder can go away. Thank you, my friend. You know what? That's enough for a sword. So, let's get it. Sheesh. Alright, we got a sword. Thank you. Thank you, thank you. A real homie. Hey, Mina, thank you. Oh, and we found more. Exclamation point diamonds. Oh yeah, I should dig around more. Sometimes there's a few more stragglers. Not in this case, though. You know what? I just remembered something. Hold on, give me 1 second. Okay, we're back. So. Ooh. Hey, but you have a clean 80K now. Did you do that on purpose? Okay, wait. Hold on. Let me cook. My inventory's fucking full, bro. Oh, I thought I looked right at it. Holy shit, that would have been bad. Hold on, we want pearls. We need pearls. Like, bad. So we're gonna do the cheese strat. Okay, you go away. I'm gonna throw those away. Soda, what's up, my man? Okay, okay. Oh, look, diamonds. Alright, you, come here. No! I love this. Where'd you go? Where you? Bro, chill. No. Where are you going? This guy's on a mission! Oh, shit. Okay, are you done? Okay, I'm getting annoyed. I'm actually genuinely getting annoyed. Look at it. Oh, God. Yeah, I gotta make that more expensive, huh? You. Oh. Why are there 9s on? Oh, I can move. Like, hello? I mean, this is a lot of XP. That is the only upside to this that I can think of. Can I please just